comprends que mon frère algérien ne peut pas comprendre le sens de l'intégrité territoriale. Parce que son pays, il a à peine 60 ans. Le Maroc, il a des siècles derrière lui. L'État marocain a existé depuis 10 siècles. L'État marocain avait des ambassadeurs dans les cours européennes, au XVe siècle, au XVIe siècle. Où était l'Algérie? N'existait pas. Donc, l'intégrité territoriale, elle est sacrée pour les pays qui ont déjà une histoire, une civilisation, une culture. Mais les pays qui sont nés avec les années 60, 70 ne peuvent pas comprendre ce principe. Mais je ne lui en veux pas. Et je voudrais lui lancer un appel. Du moment qu'il a fait cette captation sur le principe d'autodétermination, le référendum, et qu'il s'est gosé à exposer ici les mensonges fondateurs de l'agenda de son pays, je voudrais lui dire que l'envoyé personnel invite à la table ronde. Et du moment que lui, il a lancé un appel à notre commission pour qu'il appuie les efforts de l'envoyé personnel, ben, venez à la table de ronde et expliquez votre position. Monsieur l'ambassadeur. Merci, madame. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà ce soir pour un rendez-vous autour de l'histoire du 19e siècle.
et aussi bien dans des archives que d'anciens écrits coloniaux, afin de survoler l'histoire du Maghreb, notamment par rapport à notre actualité, lorsqu'on nous parle aujourd'hui des frontières, c'est pas que d'aujourd'hui, mais par rapport à l'Algérie, par rapport au Maroc, par rapport à la Tunisie, les déclarations d'un ancien diplomate tunisien qui vient réclamer soi-disant 20 000 mètres carrés que l'Algérie lui aurait gratté. Ça serait intéressant de revenir donc à des écrits, d'entrecouper, d'entrecroiser, de comprendre le pourquoi du comment, notamment aussi de la colonisation en Algérie par la France. Et aujourd'hui, quand on nous parle donc que le Sahara occidental serait marocain, je dis bien le conditionnel, il faut retourner dans l'histoire et savoir finalement quels étaient les pouvoirs du dit empereur chérifien du roi du Maroc, notamment du Moulay Hassan Ier et d'Abdelrahman, et bien avant. Si on repart dans l'histoire du 19e et bien avant, on verra qu'ils n'ont jamais dominé les tribus du Sud qui ont toujours été indépendantes, le Rif aussi, et qu'ils ont eu besoin de l'aide des Français pour pouvoir faire encore plus de pénétration dans le pays dit du Maroc, parce qu'on appelait ça Bilad Siba et Bilad el-Merzen. Bilad el-Merzen, ça ne dépassait pas Marrakech et Fès, et c'est tout. Et il n'y avait rien d'autre par rapport à cela. Donc, moi, je veux vous partager des anciens écrits pour que vous compreniez. Puis ça va beaucoup résonner, je pense, avec l'actualité d'aujourd'hui, lorsqu'on nous fait croire que monts et merveilles concernant le Maroc, qu'il a une vision expansionniste telle que les sionistes qui les ont infiltrés de toute façon, et que déjà le royaume de Tazarwelt à élire donc par la guerre justement que le roi du Maroc, le Merzen, Bilad el Merzen, n'est-ce pas, faisait sur ces populations, toutes les populations insoumises. Il a eu besoin à un moment donné de l'aide des Français qui étaient entre guillemets que l'on veuille ou non, ses conseillers depuis très longtemps. Et même pas depuis 1912, hein, depuis très longtemps, puisqu'il y avait quand même des accords diplomatiques, que ce soit déjà avec la régence d'Alger, avec les puissances européennes. Il y avait des échanges, il y avait du commerce, il y avait des choses. Et donc si, moi j'aimerais qu'on me fasse, je dirais juste par déduction et analogie, si déjà le Bilad Siba était indépendant, c'est pas si, hein, il était indépendant, et qu'il est tombé en 1881-82, comment peux-tu dire qu'un jour le Sahara sahraoui a appartenu au Maroc, qui est beaucoup plus bas d'ailleurs? Question de logique. Et puis quand les Espagnols sont arrivés, c'est parce que aussi il faut savoir, quand on nous a colonisés en Algérie, il y avait plein de puissances qui voulaient se partager le gâteau, mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas habité, qu'il n'y avait pas des occupants. Et ça ne veut pas dire non plus que nous n'avions pas nos propres frontières, puisque bien avant l'arrivée des colons français, nous avions quand même une histoire. Elle ne commence pas depuis 60 ans pour répondre à beaucoup d'imbéciles et surtout la propagande marocaine qui recopie, entre guillemets, à la Cheb Khaled, comme il a dit lui, comme la France l'a dit, n'est-ce pas? Donc on va revenir. Je vais vous partager des écrits, un instant, que j'ouvre. C'est passionnant, c'est-à-dire que, et puis ça nous permet de mieux comprendre, hein, vous allez voir, ça n'a pas trop changé, hein, sur pas mal d'aspects. Vous allez être confondus et choqués de la... Vous n'avez pas réinventé l'eau chaude, quoi, je veux dire.
quand vous allez lire les écrits de certains colons de l'époque, je pense que beaucoup tomberont des nues, mais bon, il faut pouvoir apprendre, hein, n'est-ce pas? Et être curieux que de raconter tout n'importe quoi et de nous vendre de la propagande, quoi, je veux dire. Un instant, parce que j'ai ouvert pas mal d'écrits, d'anciens écrits, je suis en train de les ouvrir en parallèle. Donc je vais déjà mettre le titre, comme ça on sait de quoi nous parlons, que l'on sache de quoi nous parlons, comme le titre du live. Donc, histoire du 19e siècle. 19e, je suis vraiment désolée pour vous, quoi, je veux dire. 19e siècle, parce qu'il y en a marre. 19e siècle, Maghreb. Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. On va remettre un peu dans le contexte, vite fait, pour avoir une vue beaucoup plus globale. Je vois, les amis? Voyez-vous ce que je vois? Oui, normalement, oui. Maintenant, j'ai juste envie de voir comment vous voyez chez vous le... Ouais, on va voir. Ouais, là, vous voyez. Vous voyez bien. Logiquement, vous voyez bien. Si tout va bien. Ouais, on va faire la lecture. Donc, un instant. Là, je suis à la page 250 sur un ouvrage qui en fait 359. On va aller lire, hein, et naviguer, quoi. Naviguons. Un instant. Voilà. Donc, on va reprendre la lecture, les amis. On commence. Donc, une ambassade au Maroc. Quelle est la date? Pour qu'on sache de quoi nous parlons. Là, je l'ai récupéré de source Gallica. Donc, Charles Gabriel, c'était qui? C'est en 1850 à 1886. C'est l'auteur du texte. Une ambassade au Maroc. D'accord? Pour qu'on sache déjà Bibliothèque contemporaine, Gabriel Charles, une ambassade au Maroc. Paris, Calment-Lévy, éditeur, 1887. D'accord. Ça serait long, je ne vais pas vous lire les 350 pages, mais bon, je vais déjà vous lire pas mal. Je vais vous lire pas mal pour déjà... ici, vous avez aussi, il a écrit le même auteur L'avenir de la Turquie, politique extérieure et coloniale, les stations d'hiver de la Méditerranée, la Tunisie et la Tripolitaine, voyage en Palestine, la réforme de la marine, vous voyez. Donc déjà, ça donne des idées pour voir les anciens livres et aller lire. C'est comme ça que moi, j'ai fouillé dans d'anciens livres qui n'étaient pas du tout connus. Quand on avait déjà la biographie un petit peu de... Voilà. Donc, avertissement de l'éditeur, ce livre est le dernier qu'ait écrit Monsieur Gabriel Charme. Bien qu'il ne soit pas tout à fait terminé, on peut dire qu'il est achevé, en ce sens qu'il donne du Maroc depuis Tanger jusqu'à Fès une image complète et qu'il en laisse dans l'esprit une impression vive et nette. Jamais le talent descriptif de l'auteur ne s'était manifesté avec des couleurs plus brillantes, ni avec plus de grâce pittoresque et d'heureux abandon. Jamais ses facultés d'observation précises et rapide ne s'était exercée avec plus de succès, et jamais aussi, au milieu de la verve qu'il savait mettre dans ses récits, la profonde mélancolie de son âme, aux souvenirs attristés, aux courtes espérances, ne s'était échappé en traits plus touchants. Monsieur Gabriel Charme avait, à un degré rare, le don puissant de la vie. Il animait tout ce qu'il touchait, mais il était déjà et depuis longtemps en proie à un mal sans remède lorsqu'il écrivait, avec une sorte de hâte, les chapitres de ce livre qu'il n'a pas fini. Les premières lignes sont pleines d'ardeur, d'humeur remuante, d'ambition voyageuse. Les dernières sont douces, calmes et reposées comme une voix qui tombe. Le héros arabe du début se plaignait que l'océan arrêtât sa marche. Un obstacle plus impitoyable devait arrêter le jeune écrivain et arracher la plume à sa main défaillante. Le public a suivi avec intérêt les travaux si divers de M. Gabriel Charles. Nous lui offrons ces pages, elles lui plairont sans doute.
et augmenteront ses regrets de la perte d'un homme qui a aimé passionnément tout ce qui était beau et qui a consacré ses forces à tout ce qui était noble, patriotique et bon. Là, on se rebaigne hein, dans l'époque. Une ambassade au Maroc. Tanger. Le fondateur de Kairouan, le héros de la conquête arabe, dont les armées victorieuses répandirent dans tout le nord de l'Afrique la puissance de l'islam, Sidi Uqba ben Nafi', parti de l'extrême-orient d'alors pour arriver à l'extrémité du Maroc actuel, au bord de l'océan, fit entrer son cheval jusqu'au poitrail dans les flots, leva la main au ciel et s'écria: Seigneur, si cette mer ne m'arrêtait, j'irais dans les contrées lointaines et dans les royaumes de Dul-Qornayn, en combattant pour ta religion et en tuant ceux qui ne croient pas à ton existence ou qui adorent d'autres dieux que toi. Sans être aussi religieux et aussi féroce que Sidi Uqba, j'étais moi aussi, faut-il l'avouer, mordu au cœur par l'ambition de pousser mes excursions au nord de l'Afrique jusqu'au point où je pourrais faire entrer mon cheval ou mon mulet, cette seconde monture convenant beaucoup plus à un simple publiciste que le coursier des conquérants, dans les flots irrités de l'océan, et m'écrier avec emphase: Seigneur, c'est la mer seule qui m'arrête, sans quoi j'irai dans les contrées les plus fabuleuses chercher des objets d'étude et des sujets de description. Ayant commencé mes observations par l'Égypte, ayant visité plus tard la Tripolitaine et la Tunisie, connaissant l'Algérie à l'aide des innombrables ouvrages qui ont été publiés sur elle, il ne me manquait plus que d'avoir vu le Maroc pour être en droit de dire que j'avais embrassé dans toutes ses parties la question de l'Afrique arabe, que du Nil à l'océan, j'en avais cherché partout la solution, mais rien n'est moins aisé, on le sait, que de voyager au Maroc où il n'y a ni route, ni ressources, ni sécurité pour les touristes. Ils nommaient arabe tout ce qu'ils avaient à nommer arabe, hein. Ils connaissaient pas la Kabylie, les Berbères. Hein. Vraiment, c'est par la suite que voilà, ils ont commencé à faire leurs investigations. Pour eux, parce qu'ils s'étaient beaucoup influencés aussi des campagnes d'Égypte et de Napoléon, et le délire de Napoléon III avec son royaume arabe, pour qu'on sache un peu se situer. À moins d'être un de ces grands aventuriers, comme il en existe tant aujourd'hui, dont l'âme est d'acier et dont le corps n'est pas d'un métal moins solide, à moins de se sentir moralement et physiquement capable de supporter toutes les privations, de braver toutes les misères, le seul moyen de parcourir une région si voisine de nous et qui nous est néanmoins si complètement fermée est de suivre une des ambassades que les puissances européennes envoient parfois saluer le sultan du Maroc dans une de ses 3 capitales, Maroc, Fès et Meknès. C'est ce qu'une heureuse circonstance m'a permis de faire. Donc, vous entendez? Donc, il y avait bien des ambassades qui y allaient, on était en contact, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit... Vous comprenez? Donc, on est en 1887, mais il explique ce qu'il y avait bien avant. Là, c'est au moment où il l'a publié, mais c'est... Donc, c'était bien entre 1850, il me semble, et 1887 qu'il resitue les choses. C'est ce qu'une heureuse circonstance m'a permis de faire. J'avais eu occasion de voir de près à Tripoli, où il était alors consul général, notre nouveau ministre à Tanger, Monsieur Ferraud, ministre à Tanger. Vous entendez? J'avais pu apprécier le diplomate comme agent arabe et hors de pair, et l'homme privé qui est un des plus intelligents, des plus aimables, des plus charmants qu'il soit possible de rencontrer. J'étais devenu son ami. Lorsqu'il m'a proposé de l'accompagner à Tanger, j'ai accepté son offre avec joie. Tous mes instincts nomades se sont réveillés à la pensée de cette nouvelle course dans l'inconnu. Ombre de Sidi Uqba, que de fois tu m'es apparu dans mes rêves, tandis que je franchissais l'Espagne à toute vapeur, afin d'arriver plus vite à Tanger, où je craignais que l'ambassade française, trop pressée de partir, ne m'eût point attendu et eût pris sans moi cette route de Fès que je me figurais si belle sous le soleil africain. Bien souvent, en effet, j'avais entendu affirmer qu'en dépit de sa situation à l'extrême-orient, le Maroc, Maghreb al-Aqsa, comme disent les Arabes, était plus oriental que l'Orient. Que de voyageurs enthousiastes ayant touché à Tanger, après une excursion en Espagne,
m'avait parlé de sa lumière translucide dans laquelle Henri Regnault avait trempé son magique pinceau sans parvenir à le colorer de ses tons d'un inimitable éclat. Non, me répétait-il, non, il n'y a rien de pareil en Syrie ou en Égypte. Se fût-il baigné dans l'éblouissante limpidité de l'atmosphère de Damas ou de Luxor, celui qui n'a point admiré les lueurs de l'aurore ou du couchant lorsqu'elles rougissent les murailles en ruine de Tanger ignore ce que c'est que la clarté. Sous la pluie qui tombait à flots en Espagne, j'avais lu, blotti au fond de mon wagon, dans un livre d'apparence sérieuse, l'un des résidents de Tanger, qui a habité le Caire, me disait qu'il préfère 1000 fois le climat du Maroc à celui de l'Égypte. Le séjour de Tanger est très sain, en dépit de l'incroyable saleté de la ville. Tanger serait une excellente station d'hiver pour les malades. J'attendais donc, non sans une impatience fébrile, le délicieux spectacle. Vous entendez, on était bien avant le protectorat. On est d'accord, hein? On resitue tout. Hein. Les gens, ils étaient beaucoup plus avancés, plus intelligents que ce que nous avons aujourd'hui. Et on croit qu'on a réinventé l'eau chaude, alors qu'ils étaient déjà... Le 19e siècle est très, très, très riche. Et si on veut comprendre notre actualité, là, et les tours de passe-passe qu'on essaye de nous faire à un niveau diplomatique et géostratégique, il faut retourner 2 siècles en arrière pour s'armer jusqu'aux dents pour connaître les failles du discours actuel que l'on fait. Et à tous les niveaux, hein, c'est aussi bon pour les Marocains de savoir ça que les Algériens, que les Tunisiens, et qu'on soit armé jusqu'aux dents intellectuellement pour comprendre la manipulation et les travers qu'on essaye de nous faire. Donc, c'est sûr que tout ce qui va être dit ne va pas plaire à tout le monde, mais bon, c'est un arrêt sur image et ça va beaucoup résonner. Hein. Sincèrement, pour l'avoir lu, et pas entièrement, mais quand même, un bon 3/4. Je crois qu'il y en a qui auront dur, mais bon, ça fait partie de l'histoire et de la réalité des choses. Avec quand même un certain recul à avoir. C'est pas pour autant qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain avec le bébé, comme on dit. Bref, il y a des vérités qui y sont et il faut pouvoir aussi le voir et aussi nuancer. Avoir du recul sur certaines choses, puisque bon, voilà. Donc, je continue en espérant que cette lecture vous plaise. Un instant, je vais regarder déjà s'il y a du monde parce que je ne vois pas. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Je vais enlever déjà ça, comme ça vous allez le lire déjà plus intégralement. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Passion Fred Perry, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. En espérant que voilà, vous allez être nombreux à suivre. Ça fait partie de la culture générale, la base quoi quand même. Voilà, après on pourrait toujours réfuter, faire des entrecoupants. L'essentiel c'est de connaître tout simplement, d'avoir l'esprit critique, mais aussi d'être curieux. Donc, puis c'est passionnant aussi, hein, de voir aussi l'ancien français, comment c'est écrit. Bref, donc j'attendais donc, non sans une impatience fébrile, le délicieux spectacle si fréquemment annoncé de la Blanche Tanger sortant des flots bleus avec sa ceinture de cactus, ses fortifications pittoresques, ses minarets dorés, ses terrasses et ses palmiers. En m'embarquant à Gibraltar, le cœur me battait. Je dois confesser pourtant que le ciel était fort gris et qu'un gros nuage couvrait le rocher. Mais tout cela allait se dissiper dans le détroit. Le bateau file, 1 heure se passe. Chose étrange, loin de diminuer, le brouillard augmente. Bientôt, même la pluie commence à tomber noire et lourde. À mesure que nous avançons, elle devient plus violente. Des torrents d'eau s'abattent sur le pont. Nous stoppons. Il paraît que nous sommes arrivés. Je regarde avec épouvantement le rivage obscur. Cette masse sombre, d'un affreux ton d'encre de Chine, étendue d'eau,
sur laquelle s'abattent tous les cataractes du ciel. C'est Tanger, la brillante Tanger, Tanger la belle, Tanjir el-Bahja, ainsi que l'appellent les Arabes. Oh, les Arabes. C'est la rivale victorieuse du Caire, c'est la ville chère à Henri Regnault, c'est la patrie préférée de tant de coloristes. À cette vue, j'en conviens, j'ai presque douté de Sidi Urba, et peu s'en est fallu que sans descendre du bateau, je ne reprisse à jamais désenchanté le chemin de l'Europe. J'aurais eu tort à coup sûr, car le Maroc m'a offert bien des compensations à son mauvais climat. Mais l'opinion que je me suis faite d'emblée de ce dernier ne s'est pas modifiée par la suite. Il paraît que l'hiver a été excessivement pluvieux cette année au Maroc. Depuis le mois de novembre, on y a vécu en plein déluge, sans arche de Noé pour éviter l'inondation. Mais tous les hivers, la pluie tombe abondamment pendant 2 mois au moins. Les autres mois, une humidité fort malsaine règne un peu partout. Je n'en veux pour preuve que les trop nombreux Européens rhumatisants qui habitent le pays. Je n'ai rien remarqué de pareil au Caire, ni à Damas, ni à Beyrouth. Dieu garde donc les poitrinaires de la malencontreuse idée d'aller s'établir à Tanger. Quant aux peintres, ils peuvent encore tenter l'aventure. J'en ai vu, il est vrai, qui durant tout l'hiver dernier n'avaient pu travailler que 3 ou 4 fois à peine en plein air. Mais il semble bien qu'il n'en soit pas toujours ainsi. L'exemple d'Henri Regnault, de M. Benjamin Constant et de quelques autres est rassurant. Or, lorsque la pluie cesse et que le soleil revient, il est incontestable que Tanger est pour les peintres une mine inépuisable d'études. Non que la lumière d'Orient y brille. Ceux qui disent cela ne se doutent même pas de ce que c'est que la lumière d'Orient, dont l'intensité est telle qu'elle éteint les couleurs et ne laisse plus subsister que des nuances si délicates qu'on ne saurait songer à les reproduire, mais parce qu'une lumière bien différente de la lumière d'Orient, une vraie lumière d'Occident, vive, puissante et forte, y projette sur chaque chose des tons d'une merveilleuse vigueur. Un jour que j'étais monté à la Casbah, c'est-à-dire à la citadelle qui domine Tanger, et d'où l'on aperçoit l'ensemble de la ville étendue sur une colline faiblement inclinée vers la mer, les nuages étant venus subitement à s'écarter pour laisser se reproduire une courte éclaircie, prit enfin l'admiration des voyageurs et des artistes qu'il m'avait été jusque-là si difficile de m'expliquer. Prise en détail, Tanger n'a rien de remarquable. Son architecture, à une exception près, dont je parlerai plus loin, est des plus communes. Ses mosquées manquent de caractère. Ses petites rues étroites et tortueuses présentent un aspect d'une parfaite monotonie. Mais toutes ces maisons